Monsieur Julien de Normandie, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans vos bureaux ici à Paris. Alors, nous sommes actuellement avec Amina, qui va vous croquer durant toute cette interview. Aussi Marilou, donc intervieweuse, et moi-même, Windy. Nous allons commencer tout de suite par une question d'actualité avec Marilou. En effet, première question qui concerne l'actualité, bien sûr, à propos des réformes des retraites et des annonces du Premier ministre qui ont déçu. Par exemple, l'intersyndicale FO-CGT FSU Solidaire a appelé à des actions locales jeudi et aussi à reconduire les mobilisations nationales le 17 décembre. Rappelons que déjà le 5 décembre, il y a eu entre 800 000 et 1,5 million de personnes dans la rue pour protester contre le projet de retraite. C'est une mobilisation générale, cheminots, enseignants, pompiers, police. Est-ce que cette colère vous semble légitime? Est-ce que vous la comprenez? De manière générale, une colère, elle est toujours légitime. Il faut toujours chercher à la comprendre et essayer de voir quelles sont les raisons de cette colère. Pourquoi il y a une colère aujourd'hui? Parce qu'il y a des inquiétudes. Et il y a des inquiétudes face à quoi? Face à cette réforme des retraites, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment. Mais quand vous êtes une femme, par exemple, et que vous êtes à la retraite, en moyenne, vous avez 40% de retraite en moins par rapport aux hommes. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter aussi, quand vous êtes, par exemple, un agriculteur, que vous puissiez avoir des retraites aussi faibles, parfois des retraites en dessous du seuil de pauvreté? C'est ça la réalité dans laquelle on vit. Et puis, qui peut accepter, quand vous êtes cette nouvelle génération, de se dire au final, les retraites, en vrai, on n'y comprend pas grand-chose. En vrai, on ne sait pas ce à quoi on va avoir accès plus tard quand on sera à la retraite. Parce qu'il y a une perte de confiance dans le système des retraites aujourd'hui. Et donc, la réforme qu'on porte, elle vise à corriger tout ça, à mettre de l'égalité entre les femmes et les hommes, à faire en sorte qu'il n'y ait plus une retraite à moins de 1 000 € quand vous avez travaillé toute votre vie. Et en entretenant justement ce flou tout au long de cette réforme, l'opinion publique s'est inquiétée. Et vous ne pensez pas qu'il y a eu un raté de la part du chef de l'État? En fait, si on était allé plus vite, beaucoup nous auraient dit « Vous essayez de faire une réforme des retraites qui concerne tout le monde en passant en force ». Et personne ne l'aurait accepté. Personne. Et donc, on a fait le choix de la discussion, de la concertation. Prendre le temps pour construire cela avec les partenaires sociaux et avec les Français. Bon, force est de constater qu'en dépit de ce temps de concertation, il reste des inquiétudes. Donc, entre maintenant et les prochaines semaines, notre objectif, c'est de continuer à dialoguer pour lever ces inquiétudes, pour apporter des éléments de réponse, pour aménager ici ou là la réforme et lever ces inquiétudes. C'est ça ce à quoi on va s'employer dans les prochains jours. Merci. Alors, on va vous montrer une petite vidéo. En fait, nous, on allait voir des habitants à Roubaix et on leur a demandé si vous connaissez. Donc, on va vous laisser voir le résultat. Connaissez-vous le ministre Julien Normandie? Pas du tout. Est-ce que vous connaissez ce monsieur, Julien de Normandie? Ouais, je pourrais pas te dire son nom, mais maintenant que tu me dis son nom, ouais, je sais qui. Vous mais savez la c'est qui? photo, non. Vous connaissez son rôle? Bah, il est ministre de l'Agriculture. De l'agriculture? Non. Cette personne me dit quelque chose, mais franchement, bah, il fait homme politique ou artiste, ou il peut faire plein de choses. D'accord. Ouais. Alors en fait, c'est Julien de Normandie et il est ministre du logement, de la ville et du transport. Julien de Normandie. Il s'appelle Julien de Normandie, voilà. Et J'ai pas appris quelque chose. Monsieur le ministre, une réaction? C'est toujours... Enfin, c'est toujours interpellant ce type de vidéo. Quand vous faites le métier qui est le mien, vous ne le faites pas du tout pour la notoriété. C'est-à-dire que je ne me lève pas le matin en me disant « il faut que les Français me connaissent ». Ou sinon, c'est une très mauvaise raison de faire ce métier. Et d'ailleurs, c'est ça la question qui m'intéresserait le plus. C'est est-ce que si à ces personnes, vous leur demandez est-ce que vous connaissez la rénovation urbaine? Est-ce que vous connaissez les emplois francs? Est-ce que vous connaissez les cités éducatives? Est-ce que là, ils répondent par oui ou par non? C'est ça qui m'intéresserait le plus. Alors, justement, du coup, on va parler de l'emploi, qui est un de vos domaines, notamment dans les quartiers prioritaires. Alors, vous l'avez dit à plusieurs reprises, l'un des objectifs du quinquennat, c'est de réduire de moitié l'écart entre le taux de chômage dans les quartiers prioritaires et sur le reste du territoire, en sachant que le chômage est 2 fois plus important dans les quartiers prioritaires. Donc on vous propose d'écouter le témoignage de Pascal,
qui en fait est doublement discriminé, non seulement par son âge parce qu'il a 57 ans, mais aussi par son adresse postale puisqu'il habite dans le quartier de l'Alma à Roubaix, qui est un quartier qui souffre de son image. Je vais vous dire mon cas j'ai 800 € de RSA. Moi j'aime pas être au RSA, j'ai pas envie d'être au RSA, j'ai envie de bosser, j'ai envie de travailler. À 57 ans, me ferme totalement les portes se ferment. J'étais en Belgique, j'ai passé encore à 50 ans un brevet en cariste avec la logistique, donc j'ai fait des efforts. J'ai voulu aller, j'étais en Belgique, j'étais partout, j'ai cherché, j'ai frappé un peu à tous les ports, et à chaque fois les ports se ferment. Après au bout d'un temps, je cherche plus parce qu'à 57 ans, moi je suis plus faire de la manutention, j'ai des problèmes de diabète, vous voyez, physiquement je peux plus. Moi je devais travailler, une agence intérim. Je me présente, je vais commencer lundi. Après, on m'a téléphoné, on m'a dit monsieur, vous n'avez pas mis votre adresse. Je dis j'habite à Roubaix. Quand j'ai parlé l'allemand, on m'a dit non, c'est pas la peine de venir. Monsieur le ministre, première question, comment fait-on lorsqu'on vient d'un quartier difficile et qu'on a dépassé un certain âge pour trouver un emploi? C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile que si vous êtes plus jeune et que vous venez d'une autre partie du territoire. Et en disant cette phrase, c'est un vrai constat très dur que je fais, qui date pas il y a 2 ans et demi et de l'arrivée d'Emmanuel Macron, qui date depuis il y a très très longtemps. Et moi ce que je dis, c'est que pour résoudre ce problème, parce que c'est un immense problème, et la personne, la vidéo le montre bien, la personne commence ses propos en disant « mais moi je veux pas être au RSA, moi je veux travailler, je veux travailler ». Pour autant, il y a des barrières, et notamment des barrières en termes de discrimination. Et votre reportage montre 2 discriminations. La discrimination de l'âge, qui est réelle. Au bout d'un certain temps, vous avez beaucoup plus de difficultés à trouver un boulot que si vous êtes jeune. Et puis une discrimination à l'adresse, qui est tout aussi insupportable, voire parfois encore plus insupportable, parce que ça brise des carrières dès le plus jeune âge. Et du coup, comment on fait pour... Et donc, il faut lutter contre ces deux choses-là. Alors, sur l'âge, c'est toute une politique qu'on doit mener avec les entreprises pour repérer en quoi une personne qui est plus âgée que d'autres a un véritable potentiel, a un véritable savoir-faire à transmettre à une entreprise. Ça, c'est les travaux qu'on fait avec les entreprises elles-mêmes. Sur la discrimination à l'adresse, il faut réussir à faire changer le logiciel à une grande partie de notre société qui pratique encore la discrimination. Et là, il faut d'abord pointer du doigt, ne jamais laisser passer une discrimination. J'ai fait, moi, un testing cette année auprès de 40 entreprises pour pointer du doigt celles qui étaient discriminantes et leur dire vous ne pouvez pas avoir de tels comportements. Et justement, vous aviez dit que vous alliez pointer du doigt publiquement ces entreprises, mais vous n'en avez pas parlé. Pourquoi est-ce que vous le faites pas en fait, parler publiquement de ces entreprises? Parce que la première étape, on n'a pas encore pris la décision de publier. La première étape, ce qu'on a fait, c'est que sur ces 40 entreprises, il y en avait plusieurs qui étaient discriminantes. Donc ça confortait ce que tout le monde sait, c'est que on est dans un pays où la discrimination à l'adresse existe encore. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a réuni les entreprises pour lesquelles la discrimination était le plus forte. Et on a essayé de comprendre avec elles pourquoi. Donc on a beaucoup travaillé, mes équipes ont beaucoup travaillé avec elles pour essayer de comprendre pourquoi. Et là, il y a un constat très fort qui ressort, c'est que parmi elles, pas toutes, mais parmi elles, il y en a beaucoup qui sont discriminantes avec des comportements qu'elles n'ont entre guillemets pas voulu. C'est-à-dire qu'en fait, naturellement, elles étaient discriminantes. Ça n'était pas une politique de discrimination qu'elles menaient, mais c'est elles naturellement qui avaient des comportements discriminants. Donc il ne faut pas les dénoncer. Ma priorité, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas. Peut-être qu'on le fera. Mais ma priorité aujourd'hui, c'est de construire avec elles les chemins pour faire en sorte que leurs comportements discriminants, qui parfois ne sont pas volontaires, et quand je dis ça, je ne cherche pas à les excuser. Au contraire, c'est encore plus grave, si je puis dire. Ça veut dire que c'est profondément ancré dans une partie de notre société. Mais que face à ça, il faut d'abord accompagner ces entreprises pour qu'elles changent leurs pratiques et que trouver avec elles, définir avec elles les chemins pour lutter contre cette discrimination. Alors justement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une discrimination à l'emploi. Des testings sont réalisés chaque année. Et le dernier en question, combien a-t-il coûté? Il a coûté 300 000 €, si ma mémoire est bonne. Donc c'est une somme
significative. C'est mon ministère qui l'a payé. Alors qu'on savait déjà en fait qu'il y avait de la discrimination Oui, à la vente. mais c'est déjà fait en 2016 par M. Macron. Mais c'est deux choses différentes que de savoir qu'on est dans une société où il y a des pratiques discriminantes et que moi, je combats. C'est d'ailleurs la loi elle-même qui interdit tout comportement discriminant. Donc moi, je les combats avec force. C'en est une autre que de savoir, entreprise par entreprise, celles qui sont discriminantes, de comprendre entreprise par entreprise pourquoi elles sont discriminantes et de travailler entreprise par entreprise pour voir comment arrêter cette discrimination. Et c'est ça que permet le testing, parce que le testing, c'est entreprise par entreprise, c'est pas général, c'est pas sur un secteur d'activité, c'est entreprise par entreprise. Et donc on fait ce travail ensuite avec elles. Est-ce qu'un quota, ce serait pas une solution en fait, d'être plus contraignant? C'est un vrai sujet, c'est un débat. Moi je pense que le débat, il a été très mal enclenché dans notre société, parce qu'aujourd'hui on parle... Le terme quota est un terme impropre, parce que il y a une réalité aujourd'hui qu'on voit, et prenez beaucoup d'initiatives comme celle de Mosaïque RH, je ne sais pas si vous connaissez, de Saïd Amouche, qui est une plateforme qui s'appelle Diversifier vos talents. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en avant le fait que la diversité, notamment la diversité du fait de nos origines, de fait des territoires d'où on vient, de fait des caractères des uns et des autres, bref, la diversité, ce qui fait société, est en fait une richesse pour une entreprise. Et les entreprises commencent à le percevoir. Et les initiatives comme celle de Mosaïque RH, Diversifier vos talents, le montrent. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de quotas, on a l'impression qu'on va imposer quelque chose aux entreprises en dénigrant la valeur de celles et ceux pour qui on le fait. Vous êtes engagé auprès des habitants des quartiers prioritaires à labelliser 80 cités éducatives. Pardon. Et l'objectif est, je cite, de fédérer tous les acteurs des quartiers prioritaires de la ville afin d'en faire des lieux de réussite républicaine. En quoi ça consiste exactement ces cités éducatives? Les cités éducatives, c'est de se dire, mais au final, si on prend un peu de recul, où est-ce que se situe l'éducation dans notre pays? Évidemment à l'école, principalement à l'école. Mais peut-être pas que. C'est-à-dire que les parents, évidemment, ont un rôle essentiel, vital dans l'éducation. Mais enfin, vous avez aussi le prof du club sportif, le prof du club de culture. Vous avez parfois l'association citoyenne. Vous avez en fait toutes ces personnes qui partagent le temps de l'enfant au quotidien. Et concrètement, du coup, combien ces mesures ont-elles coûté? Alors, c'est pas un coût, c'est un investissement. L'investissement que moi je propose, c'est 100 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est beaucoup d'argent. Ça ne doit pas déséquilibrer d'autres... Non, c'est de l'argent qu'on a mis en plus, c'est une priorité que j'en ai faite. Et pourquoi je dis que c'est un investissement? Parce que demain, ces cités éducatives, l'objectif c'est de dire, il faut partir de l'enfant, du jeune, et lui dire à chacun de nos enfants de la République, qui s'occupe de vous et à quel moment. Et il faut créer ces interactions entre d'un côté le prof, de l'autre côté l'éducateur sportif, de l'autre côté celui qui vous apprend la musique par exemple. Et de se dire, pendant toute la durée de l'enfance, ce continuum éducatif, si on arrive à le structurer en travaillant mieux les uns avec les autres, ça se fait au profit de l'enfant. Et c'est ça qu'on essaye de créer. Le 13 juin, Boubacar, médiateur respecté de la ville de Gennevilliers, donc en région parisienne, a été arrêté violemment par la BAC. On a pu voir justement cette vidéo qui a été filmée par des habitants. Reconnaissez-vous qu'il existe à la fois des violences policières dont sont victimes les habitants de quartiers populaires, mais également une impunité de la police? Car les enquêtes ont conduit à rien. Non, c'est là où il faut être faut faire très attention à ce qu'on dit, et notamment dans les mots qu'on utilise. Aujourd'hui, dans notre pays, et je ne peux pas le dire plus clairement, dans notre pays, personne, je dis bien personne, n'est au-dessus des lois. Que vous soyez un policier, que vous soyez une personnalité politique, que vous soyez quiconque. Donc vous dans ce cas précis du jeune Boubacar, sa plainte n'a pas été reçue justement. Non mais après vous avez une justice. Donc vous avez d'abord une enquête administrative. Et ensuite vous avez une enquête qui peut être conduite par la justice directement. Et on le voit aujourd'hui. Alors le temps de la justice est souvent plus long que le temps administratif. Mais enfin, à la fin des fins, vous avez dans notre pays, et c'est un des fondements de notre République, vous avez un état de droit, c'est-à-dire un état où la justice est celle qui rend le droit. En soi, M. Macron justement a déclaré qu'on ne pouvait pas parler de violence policière dans un état de droit.
Est-ce que c'est pas une manière d'invisibiliser encore une fois les quartiers des habitants populaires qui eux en sont victimes? Non, non. On a vu ces dernières années, il y a eu beaucoup de cas de violences policières. Mais alors, non mais attendez, là aussi il faut être très précis parce que quand on parle de ça, quand les termes sont employés, d'ailleurs, c'est des termes qui sont employés dans le cadre des Gilets jaunes, donc c'est pas du tout ramené à ce qui peut se passer dans des quartiers ici ou là. Pourquoi je dis qu'il faut faire très attention aux propos qu'on utilise? Parce que, encore une fois, si ici ou là, un comportement n'a pas été conforme aux règles d'utilisation de la violence par une force de police, à ce moment-là, on est dans un état de droit et il faut saisir la justice. Et personne, encore une fois, personne n'est au-dessus des règles. Après, et c'est pour ça qu'il faut comprendre ce que dit le président de la République dans ces termes. C'est que qui est dépositaire de la force dans notre pays? Il n'y a qu'une seule personne dépositaire de la force, ce sont les forces de sécurité. Dit autrement, les seuls qui peuvent utiliser la force dans notre pays, ce sont les forces de sécurité. Parfois de manière visible. Mais ce sont les forces de sécurité. Et les forces de sécurité, elles peuvent le faire, là aussi, dans le cadre d'un état de droit. C'est-à-dire que ça doit être proportionné par rapport à la situation auquel elles sont confrontées. Et ça, c'est essentiel parce que, vous savez, on a vu parfois naître un débat en disant il y avait des violences de part et d'autre. Non, non. Je parle notamment des manifestations dans les Gilets jaunes. Non. On peut pas, dans notre pays, on ne peut pas tolérer la violence comme un moyen de manifester. On ne peut pas tolérer la violence comme un moyen d'exprimer son désaccord. Le gouvernement parle souvent de reconquête républicaine dans les quartiers dits populaires. Ça veut dire quoi exactement? C'est des territoires perdus? Est-ce qu'il faudrait les sauver? Les sauver de qui? De quoi? Reconquête, c'est sur le volet de la sécurité. Et donc quand on parle de quartiers de reconquête républicaine, c'est des quartiers par exemple où il faut mettre fin au trafic, au réseau. C'est ça la question de la reconquête républicaine. C'est des quartiers où en fait on a laissé trop longtemps l'insécurité s'installer. Parce qu'encore une fois, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Après, moi je peux, avec toute ma détermination, ma force de conviction, améliorer les conditions de l'école, améliorer les conditions pour faire revenir des entreprises, etc. Si à la fin des fins, la sécurité n'est pas là, ben, vous n'avez rempli que la moitié du chemin, oui, du coup, voire moins. Cette reconquête, c'est renforcer, c'est mettre plus de policiers en fait? C'est notamment mettre plus de policiers. Là, sur les 5 ans du quinquennat, on a dit qu'on allait renforcer de 10 000 le nombre d'effectifs de police ou de gendarmes, dont 1600, parmi ces 10 000, 1600 directement dans les quartiers. Mais dans les 1600, vous avez une partie, il y a 60 quartiers dans lesquels on installe cette police de proximité. Où là, ce sont des effectifs dédiés, spécialisés, qui renforcent cette proximité. Mais ça n'est pas que ça, c'est aussi des personnes, par exemple, qui doivent aller lutter contre les réseaux. C'est par exemple des policiers spécialisés dans les enquêtes judiciaires, parce que quand vous avez détecté un réseau et que vous allez remonter ce réseau pour y mettre fin à la racine, vous avez besoin, par exemple, d'officiers ou d'agents de police judiciaire. Bon, merci, monsieur le ministre. Merci à vous.